Alors, Michel Onfray dans le grand rendez-vous européen. My body is ready. Est-ce que t'es sûr de ça, ma gueule? Est-ce que t'es sûr que ton corps est prêt à encaisser Michel Onfray pendant 45 minutes? Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Et merci de votre présence, philosophe, auteur. Oh putain, franchement, je me lasserai jamais de ma life de chaque fois que Michel Onfray est sur un plateau et que on dit Michel Onfray, philosophe. Je m'en lasserai jamais, putain. Prolifique avec notamment Patience dans les ruines aux éditions Bouquin. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Au programme de cette émission, la liberté d'expression et plus précisément la liberté de la presse dans le débat médiatique et politique. Nous allons en parler d'autant que 2 propositions de loi ont été déposées. Et est-ce que la récente décision du Conseil d'État met à mal cette liberté? Dans l'actualité également, la colère des paysans qui couve encore et toujours. Avec, vous le verrez, vous l'entendrez, une séquence pleine d'émotions et pleine de dignité surtout, de la part d'une éleveuse face à Gabriel. Est-ce qu'il va dire jacobin? J'espère. Si Michel Onfray dit pas jacobin, c'est pas le Mimi habituel, tu vois, c'est... Attal. Et puis par ailleurs, aussi dans l'actualité, bien sûr, l'Europe face à la Russie de Poutine après la mort de Navalny. Sommes-nous impuissants sur tous ces sujets? Pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barret des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Cette semaine donc, Michel... Charmante équipe. Charmante équipe. Michel Onfray, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom, qui est le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur CNews en partant d'une requête de Reporters sans frontières exigeant le pluralisme au-delà des seuls invités politiques. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette décision. Et la pluralité là sur le plateau, par exemple, on est mal barré. Hein. Déjà, ça commence très très mal, effectivement. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de donner raison à l'Arcom? Rien qu'avec la team de bras cassés qu'on a sur ce plateau télé là à ce moment-là. Décision sur ce précédent, comment réagissez-vous? Moi, je suis pas très étonné parce que ça fait quand même un petit moment que ça couvre tout ça. C'est-à-dire là, ça devient enfin visible. Ça devient un peu visible, je dirais, grâce à CNews aussi. C'est-à-dire que comme vous concentrez un peu toutes les agressivités du... Juste pour les gens, vous avez suivi un petit peu ou pas du coup ça? Parce que si vous n'avez pas le contexte, attendez, je vais retrouver, j'avais vu un article vite fait de France Info là quand on parlait. Le contexte, donc, c'est ça. Hein. Le Conseil d'État somme le régulateur des médias de mieux contrôler la chaîne CNews. La plus haute juridiction administrative, donc Conseil d'État, a enjoint à l'Arcom de réexaminer dans un délai de 6 mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Donc en fait, l'ONG Reporters sans frontières a attaqué, en fait, a demandé à l'Arcom, je crois, de mettre en demeure la chaîne CNews, parce que la chaîne CNews ne remplit pas, en fait, un espèce de cahier des charges, on va dire imposé par une loi de 1986, je crois, un truc comme ça, sur les médias qui ont en fait une obligation de respecter un pluralisme, etc. Au-delà, en fait, au-delà des temps, on dit bien au-delà des temps de parole décomptés par les personnalités politiques qui sont invitées sur les plateaux. Et je crois que l'Arcom, du coup, a dit fuck à la ONG Reporters sans frontières. Reporters sans frontières est allé au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit en fait non, l'Arcom, on vous donne 6 mois pour revoir en fait voilà votre décision concernant la mise en demeure de la chaîne CNews. Le communiqué d'ailleurs il est disponible, hein. Vous pouvez le lire sur le site du Conseil d'État, conseildétat.fr, vous avez le communiqué officiel. Hein. Le Conseil d'État juge que pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme de l'information, l'Arcom doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. Le Conseil d'État juge également que l'Arcom doit s'assurer de l'indépendance de l'information au sein de la chaîne, en tenant compte de l'ensemble de ses conditions de fonctionnement, des caractéristiques de sa programmation, et pas seulement à partir de la séquence d'un extrait d'un programme particulier, etc. Faute d'avoir examiné tous ces aspects, donc là c'est le Conseil d'État qui fustige l'Arcom, l'Arcom devra réexaminer sous 6 mois la demande de mise en demeure à l'encontre de CNews, formulée par l'association, donc l'association c'est Reporters sans frontières, en tenant compte des précisions apportées par le Conseil d'État. Le rapport est pas si long, hein, vous pouvez le lire. Hein. Et du coup, c'est par rapport à la loi 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication impose aux chaînes de télévision d'assurer l'honnêteté, le pluralisme et l'indépendance de l'information. Et donc l'Arcom, c'est la garante du respect par les chaînes de ses obligations. Voilà. L'Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent dans le respect de leur liberté éditoriale l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants, blablabla.
Voilà. Donc c'est de ça qu'on parle avec Michel. Pascal Pro est anard, ouais. Pascal Pro l'anarchiste. On ferait de gauche. Il manquait juste la petite la petite emoji Pépé Clown à la fin de cette phrase, ça aurait été parfait. C'est ça d'inviter des chroniqueurs rédac chefs de Boulevard Voltaire, Livre Noir, Figaro, JDD, ouais. Abraxas avec le lien Twitter encore une fois. Qu'est-ce qui nous réserve cette fois-ci? Attends, on va regarder ça vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Où il nous emmène, Abraxas? Ah bah c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, psychodélique est pas très Charlie quand un caricaturiste critique. Télérama, c'est quasi 10 millions de subventions par l'État, il me semble. Niveau pluralisme, c'est proche de zéro. Bah écoute, attaquer, demande à l'Arcom. Si tu penses qu'il y a pas une pluralité, etc. Si tu penses que, je sais pas, Télérama... Si les gens pensent que Télérama, France Info ou je sais pas quoi, si les conservateurs pensent que ces médias sont des médias wokistes ou je sais pas quoi et qu'ils ne respectent pas, encore une fois, pareil, la loi 1986, ce genre de choses, bah, allez voir l'Arcom et demandez à l'Arcom de faire une enquête et de vérifier ça. Et vous serez tranquille. Ça sert à rien de chouiner, encore une fois, comme le fait la psychodélique, comme d'habitude d'ailleurs, avec ce gars. Mais classique qu'on ferait. Salut Diogène. Comment ça va l'ami? Bienvenue. Bon bref. On voit comment ce pouvoir fonctionne depuis des années. Si vous permettez que je parle de moi 2 secondes, moi je suis interdit de service public depuis 6 ans. Ça ne gêne pas ces gens-là de nous parler de la pluralité. Quand on voit sur le fronton de Radio France, France Culture, Il m'a bloqué Psyo. Bah écoute, achievement unlocked. l'esprit d'ouverture, on rêve. Leur esprit est un esprit de fermeture. Ils ont un cerveau wokiste et c'est Ah, 1 minute 48 de vidéo et le mot wokiste a été lâché. Je sais pas si on aura jacobin, mais en tout cas wokiste, woke, parce que Michel Onfray le dit à chaque fois. Hein. Donc ça déjà tu peux le rayer du bingo, c'est bon, c'est fait, on passe à la suite. qui pense comme nous est le bienvenu, qui ne pense pas comme nous est à exclure. Est à exclure et à stigmatiser. C'est-à-dire à salir, à détruire. On nous fait porter, ça a été mon cas, hein, on nous fait porter des uniformes nazis, miliciens, etc., fascistes. On est traité de Marcel Déat, ça a été le cas. Moi, j'ai été présenté comme un nazi, comme un Français qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Ça n'a gêné personne. Que Bernard-Henri Lévy le dise, que Jean-François Kahn dans Le Point, que Jean-François Kahn le dise dans Marianne, que... Attends, j'ai rien compris à cette séquence. Quoi, BHL a dit que Michel Onfray était un nazi? Si c'est ce qui s'est passé et que j'ai bien compris, j'ai manqué un dossier de qualité là. J'ai manqué un dossier de haute qualité. Jacques Julliard le dise également dans Marianne, ça n'a gêné personne, cette façon d'utiliser sans cesse la Shoah aussi, cette façon assez singulière d'imaginer que on pourrait utiliser la Shoah n'importe comment et traiter tout le monde de Goebbels, d'Adolf Hitler. Combat de philosophe, je te jure. On prend Michel Onfray, BHL, comment il s'appelle, Enthoven, on les lâche dans une arène et puis on les lâche sur un ring et puis on prend notre popcorn et on se régale. Récupérer en permanence la Shoah, récupérer en permanence Oradour-sur-Glane pour salir ceux qui pensent pas comme eux. Et donc je sais que ça fonctionne comme ça. Sur le service public, on peut être interdit de parole. Et ce sont ces gens-là qui nous parlent de liberté d'expression. Je rappelle que quand je faisais mon cours à l'Université populaire de Caen, que j'ai fait un cours sur Freud, il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont fait une pétition à France Culture pour interdire la diffusion de mon cours, mais c'était formidable l'intitulé. Ils interdisaient mon cours au nom de la liberté d'expression. C'était quand même assez formidable, c'était très orwellien d'imaginer qu'au nom de la liberté d'expression, on pouvait interdire l'exercice de la liberté d'expression. Je voudrais d'ailleurs saluer Olivier Poivre d'Arvor, qui à l'époque était le patron de France Culture et qui a refusé cette invitation qui était faite par un certain nombre de personnes, notamment Mme Rodinesco et d'autres. Je me rappelle le sénateur Jean-Pierre Suard, dont on a parlé récemment pour des histoires pas terribles, dans le Canard enchaîné, qui lui est intervenu auprès du président de région pour faire supprimer la subvention qui permettait à l'Université populaire d'exister. Donc dénigrement, oui, pardon, à votre rencontre, ostracisation. Bien sûr, monsieur Gérard Miller, dont on parle aussi récemment, et pour de mauvaises raisons, qui lui aussi m'a sali au moment où mon Freud est paru, parce qu'effectivement, je disais, quelle était la théorie de Freud sur l'argent? C'est lui qui la théorise, hein, cette question de l'argent liquide, de l'efficacité de la cure, si vous... En fait, à la base, la question, je crois que c'était juste sur la liberté d'expression par rapport, je sais pas, CNews, histoire avec l'Arcom. Est-ce qu'on avait vraiment envie que Michel Onfray nous déballe toute sa live de j'ai voulu faire des conférences et puis j'ai pas pu les faire et puis je suis plus invité dans des médias? Vous payez seulement en argent liquide, etc. Je rapprochais Freud de l'argent, j'étais donc un antisémite. Et Le Monde et Libération reprenaient cette ancienne en disant, regardez, Michel Onfray... Vous avez dit orwellien, Michel Onfray. Je voudrais préciser, pour en revenir précisément au Conseil d'État, qu'il est... Je pense que Orwell, c'est aussi le bingo de Michel Onfray. Il y a Jacobin, il y a Woke, il y a aussi Orwell. Hein. Michel Onfray parle toujours de Orwell. Orwellien, Orwell, ça sort très souvent. Exige de l'Arcom, par exemple, une nouvelle interprétation de la loi de 1986 sur le pluralisme. Est-ce que ça s'apparente de votre point de vue, parce qu'on a beaucoup entendu ce mot, le fichage des invités hors politique, chroniqueurs, voire journalistes, et vous-même, dans ce cas-là, comment vous étiquetez aujourd'hui ?
Non mais bien sûr, j'ai entendu que sur votre chaîne, notamment Philippe de Villiers a fait savoir que ça renvoyait à la question des fiches au moment de l'affaire Dreyfus, il a raison. Mais je pèse mes mots, ça renvoie aussi à une époque où il existait des triangles pour signifier qui étaient les gens, les triangles. Donc pour être clair, on est passé, je trouve que, je sais pas, la transition a été très bizarre et très rapide, mais du coup on est en train de dire que comme il faut, de la pluralité sur les plateaux. Quoi, on parle de ficher les journalistes et les chroniqueurs pour savoir si, enfin, quel est en gros leur bord politique pour s'assurer qu'il y a une pluralité. Et du coup, on part sur un truc de fichage nazi. Qu'est-ce qui vient de se passer en fait là? Qu'est-ce qui vient de se passer dans cette conversation? Angle rouge pour les Vous politiques. faites une comparaison avec cette période-là? Écoutez, je suis désolé, mais quand on vous dit on va vous assigner à ce que vous êtes homosexuel, triangle rose, politique, triangle rouge. Je ne parle pas de l'étoile juive, je veux épargner mes amis juifs et les amis juifs sur ce sujet. Mais en fait, on est en train de faire une glissade. On est en train de faire une glissade en direct, digne de pas vegan. C'est-à-dire que le Conseil d'État, genre, réaffirme la loi, encore une fois, de 1986, je sais pas quoi, il faut une pluralité sur les plateaux. Le raisonnement qui est fait ici, c'est parce que l'ARCOM est censé, du coup, revoir, encore une fois, la demande de mise en demeure de CNews pour des raisons de non-respect de ces pluralités d'opinion, etc. Du coup, ça veut dire qu'on va aller sur un fichage comme à l'époque des nazis, où les nazis fichaient les gens selon, je sais pas, leur orientation sexuelle ou selon leur appartenance ethnique, ce genre de choses. C'est une gigantesque glissade digne d'un pas vegan en forme. Violé aussi, si je me souviens bien, pour la question des... Mon analogie épargnera les juifs, non mais... Le plus beau, c'était l'échange avec Michel et Laurent Alexandre, où Michel, maître du sophisme, le mélange soja, viande cultivée, cancérigène. C'était grandiose. Ouais. Des témoins de Jéhovah, plus le vert pour les droits communs, etc. Alors faudrait-il, pour que ce soit franchement clair, que nous arrivions en arborant un triangle en disant ce monsieur est de quoi? Et de la France insoumise, et de... Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, une forme de paradoxe, c'est-à-dire l'arbitraire au nom de l'état de droit? C'est-à-dire au nom de l'état de droit, dans les faits, on vous assigne une identité politique ou idéologique, est-ce qu'il sera possible alors de la contester, d'avoir une forme d'appel si vous ne vous reconnaissez pas dans le fichage qu'on vous assignera? Donc j'imagine, on vous colle une étiquette, vous la contestez. Quelle est la suite? Ah ben il faut demander à ces gens-là. Mais moi je souhaiterais que si vraiment leur théorie fonctionne pour CNews, ça puisse fonctionner partout. Et qu'on puisse à ce moment-là faire ça sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, et qu'on puisse pour le coup savoir qui travaille à France Culture, qui travaille à France Inter, enfin ce que sont les positions politiques de ces gens-là. C'est faisable, Michel Onfray, par exemple? Bien sûr que non, sauf à avoir une société totalitaire dans laquelle, je vous le dis, ce serait... Ouais, enfin, juste, comme je disais tout à l'heure, je veux dire, je sais pas, s'il y a une association de journalistes conservateurs d'extrême droite qui veut faire appel à l'ARCOM pour faire vérifier, je sais pas, la pluralité des opinions politiques, je sais pas, sur France Info, sur France Inter, j'en sais rien, je sais pas quel média, faites-le les gars, faites-le. Invoquez l'ARCOM, si ça vous plaît pas, invoquez le Conseil d'État, et puis on verra bien s'il y a une décision ou s'il y a pas une décision. Très visible, parce qu'en fait, ça peut vous choquer que je parle de ce triangle, parce qu'effectivement, on se dit, quand même, c'est choquant, je rappelle quand même que ces triangles, ils existeraient sur des fiches. Vous auriez des fiches et on dirait Sonia Mabrouk, elle est, et puis on aurait quel type de triangle. Et pour dire quoi? Peut-être même plusieurs triangles. Vous auriez le droit d'être franc-maçon et d'être homosexuel, d'être de droit commun, etc. Et on fait comment? On superpose le tout. Et là, on dit, mais on va décompter sur quoi? Sur l'appartenance à la franc-maçonnerie, l'appartenance à la France insoumise. Vous ciblez le pouvoir, mais on parle d'une... Je trouve que c'est une illustration assez incroyable du concept de panique morale, vraiment. Genre, c'est littéralement une illustration parfaite de ça, de ce concept-là. On parle d'un truc tout banal. Il faut essayer dans les médias, je sais pas, d'avoir une pluralité des discours, pluralité d'opinion en dehors des personnalités qui sont invoquées. Parce que oui, genre Flash News, les journalistes aussi ont des opinions politiques. Les journalistes aussi militent pour leurs idées, et donc il faut éviter d'avoir que tout le monde dise la même chose. Je sais pas, le concept, qu'on soit d'accord ou pas, semble assez trivial à comprendre, et ils se basent du coup, d'ailleurs il y a une loi qui corrobore ça, et eux sont littéralement en train de partir complètement vrille par rapport à ce truc très banal. Ils parlent de PolitiWiki, ouais, je te jure. Bah typiquement, je pense que Michel Onfray dirait PolitiWiki, c'est comme les nazis qui tenaient des fichiers répertoriant toutes les personnes de confession juive, par exemple en Allemagne ou en Pologne ou je sais pas quoi. Genre Michel Onfray ferait exactement cette analogie-là, tu vois. Une décision du Conseil d'État qui est quand même indépendant du pouvoir. Vous plaisantez? C'est-à-dire ces choses-là. Non, je plaisante pas. Non, je plaisante en disant que vous plaisantez. Non, le Conseil d'État est indépendant. C'est une institution judiciaire. Non, bien sûr que non, ce ne sont pas des institutions indépendantes. On ne choisit pas ces gens-là par hasard. Eux aussi ont des triangles. Et donc on sait très bien quand ce monde-là défend à peu près le même monde. On le sait très bien qu'aujourd'hui, quand on vous fait savoir qu'il y a un cercle de la raison, vous avez le droit d'être de droite ou de gauche pourvu que vous soyez dans le cercle de la raison. C'est quoi le cercle de raison? C'est défendre Maastricht. Le tabou, c'est ça. Faut pas. Ah oui, Maastricht, en haut de la liste de tous les mots que sort Onfray dans une interview. Maastricht,
vous pouvez être à peu près sûr à 99% que ça va sortir. Depuis que je suis sur Twitch et que je fais des reacts à Michel Onfray, il n'y a pas eu un seul react où il n'a pas prononcé le mot Maastricht. Ou Maastrichtien. Des fois, il dit les Maastrichtiens. À l'Europe de Maastricht. Donc à ce moment-là, vous avez le droit d'être de droite, d'être de gauche, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle être macronien, ça s'appelle être hollandiste ou hollandais, ça s'appelle être sarkozyste. Enfin, je rappelle quand même qu'avec ce système qui verrouille le pouvoir et qui fait de telle sorte que le peuple n'existe pas ou n'existe plus ou soit méprisable, depuis 1983 que Mitterrand a fait ce fameux virage. Michel Onfray, c'est genre vraiment le mec, il adore mettre des étiquettes à tout le monde. Genre, il y a les hollandistes, les machandistes, les maastrichtiens, les maastrichistes. De la rigueur et qu'il s'est converti à l'Europe parce qu'il a laissé tomber le socialisme, nous avons la même couleur politique au pouvoir. On fait semblant d'imaginer que Sarkozy et Hollande, c'est pas du tout la même chose. Il est maastrichtien. Elle est belle, elle est belle. D'imaginer que, je sais pas, Macron et Fillon, c'est pas la même chose, mais ils sont tous dans la même Le traité de Maastricht, c'est un traité européen. logique de défendre cette Europe-là en disant la souveraineté C'est un française, traité la souveraineté nationale. C'est un traité européen qui pose un peu les bases du système de l'Union européenne moderne, hein, en gros. C'est fini, la souveraineté, elle est à Bruxelles. Alors, une question sur le système de fichage, je me permets d'y revenir parce que ça me semble assez important. François Jost, l'auteur du rapport à l'origine de cette démarche, disait sur Sud Radio cette semaine, il dit « Comment savoir si quelqu'un est de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite? » Eh bien, c'est pas compliqué. Ouais. Si le monde le dit, alors nous le saurons. Bah voilà. Qu'est-ce que ça vous avez lu ce rapport, le rapport Jost? J'ai pas lu ce monsieur, sur qu'à Dieu ne plaise, je veux dire, j'ai autre chose à faire que de lire ce genre de sottise. Mais je veux dire que cette phrase suffit. Ce personnage qui nous dit « Mais moi, j'ouvre le monde et le monde dit la vérité. » J'ai connu, moi, dans ma ville, dans ma sous-préfecture d'Argentan pendant des années, des gens qui lisaient Le Monde des livres et qui, le lendemain, étaient très savants après avoir lu Le Monde des livres parce que c'était un catéchisme. Ça, c'était un bon livre, ça, c'était un mauvais livre, ça, c'était un livre ou un film dont on pouvait parler, ça, c'était une table qu'on pouvait pratiquer. En vrai, on rigole, mais je vous jure, premier, je vais créer un bingo Michel Onfray. Et à chaque fois qu'on fera un react de Michel Onfray sur le stream, je sortirai le bingo et on cochera les cases. Je vous jure, je vais le faire. Pour aller dans ce restaurant, etc. Et tous ces gens qui ont besoin d'ouvrir le monde pour savoir quoi penser. Ou d'ouvrir Libération, ou d'ouvrir l'humanité, en se disant « Je ne sais pas ce que je pense, mais je vais le savoir dans 3 minutes, laissez-moi le temps de finir la lecture de mon journal. » Et on sait très bien comment fonctionne le monde, on sait bien comment fonctionne l'AFP, qui ne sont pas des agences autonomes et indépendantes. Ces gens-là sont nommés parce que le pouvoir les nomme, parce qu'ils verrouillent partout. Je voudrais vous faire écouter la réaction à présent, puisque vous parlez des journalistes. Robert Ménard, qui était l'un des pères fondateurs, Michel Onfray, de Reporters sans frontières, qui a interpellé l'actuel responsable, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, qui est aussi le délégué général de Non, j'ai pas suivi, attendez. Reporters sans frontières, qui a interpellé l'actuel responsable. Robert Ménard, qui était l'un des pères fondateurs, Michel Onfray, de L'un des pères fondateurs de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, qui a interpellé l'actuel responsable. De Reporters sans frontières. Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, qui est aussi le délégué général des États généraux de l'information. Écoutez-les. Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Ok, mais c'est pas ça qui est mis, genre... C'est pas une réponse à la critique qui est faite de CNews. La critique qui est faite de CNews, c'est de dire qu'ils respectent pas la loi, et la loi impose, encore une fois, une pluralité des opinions, etc., comme on l'a vu tout à l'heure, et que le Conseil d'État a rappelé, du coup. Donc en fait, on s'en bat les couilles que tu t'en contrefous de ce qui se passe sur CNews, en fait. C'est pas ça la question. Si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain nombre de points de vue qui n'étaient jamais entendus sur des médias et des télévisions en France le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de quoi? Tu es l'arbitre des élégances maintenant? Tu vas nous dire ce qui convient de faire ou de pas faire. Mais enfin, on s'en contrefou de ça. Comment vous décryptez? What the fuck? Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui on entend sur CNews des choses qu'on n'entendait pas forcément ailleurs. En quoi c'est censé être une bonne chose? Ok, imaginons que Hitler existe en 2024, un espèce de Hitler moderne. Ok, Hitler passerait sur CNews. Du coup, on entendrait sur CNews des choses qu'un Hitler dirait, qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Est-ce que ce mec dirait, mais je m'en bats les couilles de ce qui se passe sur CNews? Moi, je veux juste qu'on puisse entendre tout le monde partout. Ça n'a aucun sens, ma gueule. Aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a deux questions. Il y a une question légale et une question éthique. Déjà, ça contrevient pas à la loi. C'est-à-dire que la loi est violée par CNews. A priori, en tout cas, on verra ce que dira du coup, l'histoire continue. Et l'ARCOM va devoir rejeter un œil, voilà, demande de mise en demeure. Mais après, il y a aussi une question éthique, en fait. C'est-à-dire, éthiquement parlant,
Tu peux pas dire, je m'en bats les couilles mon but c'est vraiment que tout le monde puisse être entendu, je sais pas, sur une chaîne de grande écoute par exemple. C'est que Robert Ménard, ce red flag ambulant, après je me contrefous de la vie de Ménard. Après je connais pas vraiment ce gars-là, donc je sais pas de manière générale c'est quoi ses positions et tout, mais ce que Ménard ne dit pas, Arcani, ça a été rapporté par les anciens collaborateurs, c'est que Ménard à la base a créé Reporters sans frontières parce que pour lui, les journalistes africains ou asiatiques sont incompétents. Est-ce que t'as une source de ça, un truc comme ça, genre un truc qu'on peut citer pour corroborer cette affirmation ou pas? C'est pas que je doute que c'est faux, mais ça peut servir, tu vois, par la suite, on sait jamais. Parce que du coup, ce truc-là avec CNews, on va en entendre parler pendant quelques mois, je pense. Tant que la demande de mise en demeure aura pas été revue par l'Arcom. Mais donc du coup, si t'as une source, ça peut être intéressant. C'est plus un red flag, c'est un facho assumé. Ah, peut-être. J'avoue que je connais mal ce gars-là, mais de ce que j'ai entendu là, oui, ça a l'air de toute façon d'être un gros red flag sur pattes. Il est connu pour défendre la corrida jusqu'à la moelle. En général, c'est les mêmes, hein. En général, c'est les mêmes. Aujourd'hui aussi, le rôle de RSF, c'est parti quand même d'une volonté de RSF, puis ensuite le Conseil d'État a réagi. J'aime bien les gens qui font de la sémiotique des images, vous savez, qui nous expliquent ce que l'image dit. Vous pouvez dire une chose, mais l'image dit autre chose. Vous savez, ce type, il est habillé comme un militaire. Vous avez vu la veste kaki. Ou un baroudeur. Non, un baroudeur. Enfin, il manque plus que les épaulettes qu'on aimerait savoir. Bon, je sais pas, mais... s'il est un officier supérieur du régime et du pouvoir. Mais je crois que ce monsieur m'a contacté il y a quelque temps pour me demander d'intervenir dans ces fameuses assises qui consistent à dire comment on doit comprendre la presse. Et c'était normalement Le Monde et Libération qui étaient censés expliquer comment on doit lire la presse. C'est formidable. C'est-à-dire c'est une espèce de tautologie. Vous avez été invité à... Alors, je lui ai fait savoir que j'étais quand même interdit de service public depuis des années, que ça me paraissait quand même très étonant. C'est perdu un petit peu dans les méandres. C'est intéressant que vous y participiez, Michel Onfray. Voilà donc une voix non, on ne participe pas à ce genre de choses. Et vous servez de prétexte. Vous arrivez dans un endroit comme ça et on dirait, je parle au conditionnel, il n'est pas question que j'y aille, d'ailleurs, savoir trop qui j'étais pour m'inviter, ou on a dû lui dire vas-y pour celui-ci. Mais non, on ne va pas dans des endroits comme ça. C'est le pâté d'Alouette. Vous êtes le prétexte. Vous avez 99% des gens qui pensent la même chose, 1% qui va vous permettre de dire regardez, on a invité des gens. C'est ce qui est reproché à CNews, par exemple. Oui, mais sauf que c'est pas pensable parce qu'il suffit juste de chronométrer. Il y a juste des gens. Moi, je regarde régulièrement votre chaîne. Le regretté Gérard Leclerc était un homme de gauche. Il y a Paul Melun qui est un bon copain et qui est un homme de gauche. Il y a un certain nombre de personnes. Olivier d'Artigol et d'autres, on ne va pas citer, parce que là, nous rentrerions aussi dans la même logique. Vous avez raison. Voilà. Alors après, on dit sur des faire-valoir. Non, le faire-valoir, c'est celui qui est là minoritaire. Simplement, quand vous êtes en permanence et qu'il y a des plateaux où en permanence vous avez un certain nombre d'individus qui peuvent s'exprimer, y compris des gens de gauche, on se dit ça s'appelle le pluralisme. Comment faire autrement? Je veux dire, sur France Inter, il n'y a pas ça. Quand on leur a fait savoir un peu beaucoup, ils ont invité qui? Ils ont invité Natacha Polony et ils ont dit esprit de contradiction, je ne sais quoi, enfin en toute subjectivité. En toute subjectivité. En toute subjectivité. Mais ça devrait être le slogan de France Inter, en toute subjectivité. Ça devrait être le slogan de France Culture, qui ne devrait pas être l'esprit d'ouverture, mais en toute subjectivité. Juste une seconde, je reviens sur ce que vous disiez précédemment sur Le Monde. Saisis l'Arcom, mec, saisis l'Arcom et puis on verra bien. Vous pouvez être en désaccord complet avec ce qu'écrit Le Monde ou d'autres médias, mais vous ne pouvez pas contester que ce soit des rédactions indépendantes. Vous dites qu'ils ne sont pas indépendants. Mais bien sûr que les rédactions ne sont pas indépendantes. On dira le général de Gaulle, quel fasciste était le général de Gaulle. Mais au moins, c'était clair avec le général de Gaulle. Vous aviez une ligne, on obéissait à la ligne. Là, vous n'avez plus besoin d'un policier derrière chaque journaliste. Il y a un policier dans la tête de chaque journaliste. C'est dans le cerveau de chaque journaliste que vous avez un policier. Et on ne peut pas sonder les cœurs, les reins et le cerveau de chaque journaliste dans ce cas-là. Mais il n'y a pas besoin de les sonder, il suffit de savoir où ils travaillent. Et c'est pas très compliqué. Ce n'est pas un peu caricatural? Non, lisez le journal et vous allez voir qu'effectivement, on n'attend pas autre chose que ce qu'on voit dans le journal. Dans Libération, il y a eu par exemple... C'est pas parce qu'ils pensent différemment de vous qu'ils sont forcément non indépendants. Enfin, je ne comprends pas la logique. Les journaux qui vous interdisent déjà... Ils ont parfaitement le droit d'exprimer ce qu'ils Oui, mais par exemple, j'imagine qu'il y a un philosophe qui s'appelle Paul Preciado qui a fait sa transition sexuelle et qui a écrit un manifeste contrasexuel dans Libération. Ça a été publié où il fait l'éloge de la scatologie, de la scatophagie, je dirais, et de la zoophilie. C'est-à-dire qu'il faudrait manger ses excréments ou les excréments de son chéri et puis avoir des relations sexuelles avec... Ah là là, sacré Mimi. Hein. C'est le seul capable de commencer à parler de scatophilie et de zoophilie sur une question qui a sur la liberté de la presse, vraiment. Mon frère se fait pushback sur CNews. Vite fait, je sais pas qui c'est le gars qui pushback vite fait là. J'imagine qu'il travaille dans une rédaction d'un autre média, mais je sais pas qui c'est. Après, le pushback est très 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 léger. Hein. C'est quand même très très gentil. Hein. Que des vaches, vaches-veaux, etc. Et donc, c'est publié dans Libération. Vous pensez que ça pourrait être publié dans Le Figaro? Mais je me rappelle de ce truc-là, ce dont il parle, je crois que je l'ai en tête, et on en avait déjà parlé.
à une époque. Ah, c'est le directeur éditorial des Échos. Ok. Je pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire, il y a des contenus. Le Figaro n'a jamais défendu la pédophilie, par exemple. Le Monde a défendu la pédophilie. Libération a défendu la Le Monde a défendu la pédophilie pédophilie en Ce 1977. sont des propos qui en 1977. Je sais pas de quoi ils parlent les gens là. peuvent aussi être, peuvent vous valoir peut-être. Ah, mais c'est est-ce très que vous facile les à voir. Moi, j'ai assumez, pas- j'ai Michel pas- j'ai Onfray, pas parce le- qu'ils peuvent aussi Moi, valoir une j'ai plainte. pas- dans j'ai ce pas la cas-là. mémoire des Je suis chiffres, mais contrainte c'est- de le préciser. Non, mais d'accord, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais je peux donner à qui voudra la date, le jour, la date et l'année, le titre de ce manifeste, dans lequel il s'agissait de stigmatiser le sperme blanc, et dans lequel un certain nombre de pratiques sexuelles nous étaient proposées en alternative à l'hétérosexualité blanche. Il y avait dans ces Mais de quoi ils parlent, putain? Sérieux? alternatives de la coprophagie et de la zoophilie. Moi, j'y peux rien, c'est écrit. Alors, je veux bien qu'on aille au tribunal, je ferai voir le journal en disant expliquez-moi que ça n'a pas été Liberté publié. d'expression. Oui, non, mais je dis ça. Dans ce cas-là. Je dis liberté de le dire, mais liberté aussi pour d'autres, dont moi, de faire savoir que Bien. si ça doit être l'horizon indépassable de Libération, si c'est ça la ligne éditoriale de Libération, alors faisons-le savoir. Mais disons-le clairement, moi je ne suis pas gêné par le fait. Tout ce que fait Michel Onfray, c'est genre littéralement, il ne peut que donner des arguments fallacieux. Tu vois, c'est une machine à produire des arguments fallacieux, Michel Onfray. Tu peux pas le lancer sur un truc un peu, je dirais, classique comme débat, sans que ça fasse une glissade et qu'on ait, je sais pas, une pente savonneuse et qu'on finisse avec des conclusions très bizarres, avec des, je sais pas, des références à des trucs qui sont passés il y a 40 ans. Le fait de dire qu'il y a dans un journal ce qui s'y trouve. Poursuivons notre débat sur la liberté d'expression, d'ailleurs liberté dans le débat public, médiatique, politique. Il y a quelques jours dans le Figaro, Bruno Retailleau a rappelé qu'il n'y avait pas un pays en Europe qui demandait ainsi aux régulateurs de lui fournir la liste des éditorialistes et des chroniqueurs. Ça restera, a-t-il dit, comme un précédent en France. Mais imaginons que cela puisse se produire. Quelle serait alors la norme de référence? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir une norme de référence à laquelle Qui jugera de l'appartenance de tel chroniqueur ou de tel animateur à tel courant de pensée et sur quels critères? se fier, justement, que ce soit une sorte d'étalon Oui, dans la presse et dans les médias? tous les supports dans lesquels je suis interdit. C'est-à-dire, il suffirait d'écouter France Culture, France Inter, il suffirait d'écouter France Info, il suffirait de lire Le Monde, Libération, l'Obs, et puis on saurait à peu près effectivement ce qu'il faut penser, ce qui est assez terrible. Mais que vous reproche-t-il? Pardonnez-moi, que vous reproche-t-il? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne voit plus en vous un homme de gauche? Oui, d'extrême droite, évidemment, bien sûr. Puis le fait que vous m'invitiez, ça aggrave mon cas. Mais quiconque ne pense pas comme eux est de droite et quiconque... Philippe de Villiers, c'est compliqué à juger. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font une espèce de gigantesque plat, ce truc-là, alors que... Ou bien c'est relativement bien, genre, explicité dans la loi, de base, sur la liberté de la presse, etc. C'est quand même assez détaillé, je pense. Ou bien après, c'est, encore une fois, c'est au Conseil d'État d'interpréter la loi d'une certaine manière. Apparemment, ils l'ont fait, et en ce qui concerne CNews, ça a pas cliqué. Mais je sais pas pourquoi ils partent sur des idées de fichage des journalistes, etc. C'est très bizarre. Toute cette interview est très bizarre. J'ai rien vu de tout ça dans d'autres médias et je pense que CNews fait juste en fait un truc encore une fois de panique morale. Regardez comme en fait le Conseil d'État se trompe, regardez comme on nous fustige nous qui répondons plus la vérité en fait que les autres médias, et c'est juste une tentative de CNews de détourner le réel sujet qui effectivement il y a pas de respect de la loi sur leur chaîne de télévision, quoi, c'est tout. Et l'interprétation du Conseil d'État dont on ne peut pas les accuser d'être, des militants wokistes ou je sais pas quoi, le Conseil d'État. Toute cette immense intervention sur CNews de Michel Onfray, c'est juste une démonstration de leur somme gigantesque. Genre, ils sont salés jusqu'au fin fond du caleçon, et voilà ce que ça donne sur leur antenne. Quiconque est de droite et d'extrême droite, et quiconque est d'extrême droite est vichiste, pétiniste, nauséabond, etc. Donc c'est l'interdiction de penser. Moi j'ai écrit un éloge d'Orwell dans un livre qui s'appelle Théorie de la dictature, mais plus le temps passe, plus le réel me donne raison. Je suis désolé d'avoir Orwell, deuxième fois. raison avec ce texte, mais en permanence, tous ces gens qui nous disent la liberté veulent la dictature. Tous les gens qui nous disent tolérance veulent l'intolérance. Tous les gens qui nous disent respect, etc., sont dans la haine en permanence. C'est-à-dire, ils nous annoncent le contraire de ce qu'ils font. Moi, je ne juge les gens que sur ce qu'ils font. Je vous donne un exemple précis. Certains ont dit, en parlant de CNews et plus largement, que ça pouvait aggraver les fractures du pays. C'est aussi ce que certains vous reprochent. Par exemple, en parlant, vous avez évoqué une fois une guerre civile à bas bruit. On vous a reproché cette expression. Est-ce que vous estimez que ce sont les paroles qui aggravent les fractures, ou que les fractures étant déjà béantes, il ne faudrait pas en parler? Oui, il ne faut pas en parler. C'est-à-dire, il faut absolument que le pouvoir puisse n'entendre qu'une seule voix, comme avec la Corée communiste, où on dirait, mais c'est formidable. Comparé avec la Corée communiste, Michel Onfray.
Même les questions sont mauvaises. Je sais qu'on est sur CNews, mais même les questions sont juste trop mauvaises, quoi. Je vais presque défendre Michel Onfray en disant comment tu peux donner une bonne réponse à une question aussi fracassée. La censure existe, cette idée dès que quelqu'un ne pense pas comme vous, l'idée de le fasciser, de l'extrême droitiser, comme vous dites, fort justement, l'idée de faire référence en permanence à Vichy, à Pétain, c'est pas moi. L'idée que j'aurais porté l'uniforme nazi, enfin ce genre de choses, ce sont ces gens-là qui nous disent ça. Alors évidemment... Il avait pas dit un truc très bizarre la dernière fois sur Pétain? Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est fou comme Onfray est cajolé à ce point. Ouais, je sais pas, bah encore une fois, c'est une poule aux œufs d'or, encore une fois, hein. Je veux dire, Michel Onfray, tu peux être sûr qu'il va faire de la grosse audience dès qu'il passe sur la chaîne et aussi sur YouTube. Alors je pense que sur YouTube, ils sont, entre guillemets, tant mieux s'ils font 300 000 vues, ça leur fait de la pub. Mais je pense que quand Michel Onfray passe sur CNews, sur Europe 1, les audiences sont supérieures à la moyenne, à mon avis. Là, je spécule, mais si c'est comme sur YouTube, c'est indéniable. Évidemment, on n'assassine pas comme en Russie, mais simplement, on a une façon allégorique de pratiquer. On ne parle plus, ou quand on parle, on a une façon allégorique d'assassiner des opposants politiques en France. Littéralement ce que vient de dire Michel. Salit, on invective en permanence. Et puis, on a des gens qui font très bien. Vous savez, il y a des gens qui sont payés au quotidien pour remettre sur les réseaux sociaux des saloperies concernant les individus, pour les pourrir. La France Insoumise fait ça très bien. Chez les macroniens. What? La France Insoumise paye des gens pour dire des saloperies sur les réseaux sociaux. Ma gueule. Qu'est-ce qu'il raconte, le Mimi, quoi? Et il y a personne sur le plateau télé qui le reprend à ce moment-là, tu sais. La France Insoumise paye des gens pour chier sur, je sais pas, leurs opposants politiques ou je sais pas quoi sur Twitter. Qu'est-ce qu'il raconte? On le fait aussi très bien. Et puis, vous avez 10 personnes qui sont capables de donner l'impression qu'il y a 50 000 personnes. C'est pas le débat? Fut-il parfois un peu bas? Le débat sur les réseaux sociaux, non. Mais ça, sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les tendances. Alors là, pour le coup, c'est tout le monde s'exprime, si. Oui, tout le monde s'exprime, mais vous avez aussi vous avez aussi la possibilité de fabriquer des vues. Vous avez des usines à clics qui vous permettent de laisser croire, par exemple... Ah oui, et au fait, Covid-19, parce qu'il y en a eu 18 avant aussi, hein, juste pour rappel. Vous avez plein de gens qui ont dit quelque chose, c'est faux. Simplement, vous avez obtenu que des gens, d'ailleurs, la plupart du temps, du Maghreb ou d'Afrique ou d'Asie, sont payés à faire de telle sorte que vous fassiez monter des contenus en premier plan. Et vous avez ça dans tous les sens. C'est pas spécialement. Vous avez ça dans tous les sens. C'est pas spécialement le pouvoir, comme vous dites. Si, parce que si vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Si vous avez l'argent, vous avez les moyens de payer. On a eu des. Je me rappelle que pendant les présidentielles, on parlait justement de. Il y avait des bots. Je crois que c'était des bots ou peut-être c'était un truc des Russes. Je me rappelle qu'il y avait un lien avec les Russes parce qu'il y a souvent les Russes sont souvent dans le truc dans l'histoire quand il s'agit de défendre le Rassemblement national en France, Marine Le Pen tout ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque sur Twitter il y avait effectivement pas mal de bots qui défendaient je sais pas Marine Le Pen tout ça. Mais là je sais pas du coup de quoi il parle. Il est en train de dire que je sais pas il y a des gens en Afrique qui sont payés pour dire du mal des conservateurs ou de la droite. C'est pas complètement vrai quoi. Qui ne permettent pas à la liberté d'expression, à la liberté. Ce qui est marrant c'est qu'effectivement comme Arcani Corvo c'est une bonne remarque que tu fais parce que c'est marrant parce qu'il dit ça dans un contexte où justement on a Bolloré qui est un milliardaire conservateur qui justement est en fait voilà à l'origine de ce qui se passe sur des chaînes comme CNews. Et donc le mec littéralement de par sa puissance en tant que multimilliardaire, détenteur de médias, voilà il se retrouve dans la sauce avec le Conseil d'État tout ça. Enfin CNews, enfin dans la sauce. C'est vite fait. Hein, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Ça trouve, il va rien se passer, tout va continuer comme ça. Effectivement, c'est juste un détournement de ce qui se passe réellement et il parle de ça, genre je sais pas, il y a des gens en Afrique qui le font, mais c'est juste stupide. D'exister sur les réseaux, parce que si vous pouvez tout dire sur les réseaux, mais que vous êtes en 3 millième position, on vous entendra pas, on vous écoutera pas. Vous aurez une page ou deux, les premières, et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans les premières pages de ce que vous allez cliquer? Pourquoi est-ce que quand vous cliquez, vous avez cette page-là et pas une autre? Parce qu'effectivement, ces informations-là, elles ont été triées pour qu'elles soient ici présentes, et les dernières, elles sont ailleurs. Donc il y a une prétendue liberté d'expression, vous dites j'envoie. Par ailleurs, pardon, mais il me semble que Twitter favorise plutôt le contenu conservateur. Il y a eu des études là-dessus en plus, il me semble. Je crois qu'il y a des données littéralement qui montrent que les contenus d'extrême droite sont plus partagés, etc., ou plus mis en avant sur Twitter que les autres contenus. Je rappelle que c'est Elon Musk qui détient Twitter et qu'Elon Musk, c'est pas spécialement un progressiste. Je suis absolument la liberté totale. Vous dites simplement que quand c'est envoyé, cette information, elle est traitée pour arriver en première page ou en 10 millième page. En 10 millième page, votre information ou pas d'information, c'est la même chose. Mais Michel Onfray, alors je vous pose la question, en fait je vous demande de faire preuve d'imagination administrative. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, le système de classification utilisé pour nommer le pluralisme. Il y a des gens qui vont dire gauche, droite, centre, mais certaines personnes... Du coup, c'est pas du ressort de la gauche qui paye des hackers d'Afrique, il est complètement fou ce gars. En fait, c'est juste que Michel Onfray, à force... En fait, Michel Onfray est devenu lui-même un espèce de ChatGPT conservateur, tu vois ce que je veux dire? Genre lui-même en fait ne réfléchit plus. Il génère comme ça, il génère des phrases un peu de manière random.
Toi, il y a des mots qui se mélangent, ça fait un boulgui-boulga conservateur, et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Michel Onfray est rattrapé par la technologie. Lui-même, en fait, est devenu un cyborg, tu vois. Personne conteste le clivage gauche-droite. D'autres vont dire souverainiste, européiste, ainsi de suite. Mais certains vont dire ma position est plus complexe que celle-là. Donc, est-ce que vous imaginez concrètement de quelle manière pourrait se construire ce pluralisme administratif autoritaire fixé par des autorités étatiques? Ce qui est sidérant, c'est que ces gens qui défendent les positions Non, mais cette conversation est juste incroyablement lunaire. On est littéralement en train de dire, à votre avis, comment ils vont faire pour genre ficher les journalistes et leur mettre genre, je sais pas, des triangles ou des croix ou je sais pas quoi par rapport à leurs opinions. C'est dingue, c'est un truc de gueudin. des constructionnistes, du genre il n'y a pas de vérité, il y a que des perspectives. Une phrase faussement attribuée à Nietzsche, puisque c'est dans les fragments Le point Nietzsche qui est sorti. posthumes, ça peut être de n'importe qui et c'est pas attesté qu'il soit question de Nietzsche. Ces gens qui nous disent il n'y a pas de vérité, nous disent il y a une vérité. Ces gens qui nous disent tous les concepts sont fluides, nous disent ah mais c'est pas fluide du tout, droite et gauche. Mais moi j'aimerais qu'on nous fasse savoir. Moi je suis resté de gauche. C'est pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite. C'est-à-dire ma gauche c'est... Oh, attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je suis de gauche, c'est pour ça qu'on dit que je suis d'extrême droite. Oh ma gueule. C'est pas fluide du tout, droite et gauche. Mais moi j'aimerais qu'on nous fasse savoir. Moi je suis resté de gauche. C'est pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite. Je suis resté de gauche, c'est pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite. Bruh. C'est-à-dire ma gauche c'est celle des peuples, des petits peuples, des ouvriers, des paysans, des pays... d'extrême droite parce Pardon que vous restez Bien sûr. de gauche. Cette conversation étiquettiste de regardez, moi je suis de gauche parce que je suis de gauche, mais maintenant du coup on dit que je suis d'extrême droite, je sais pas quoi. Oui, mais les gauchistes, oui, mais la droite. Oh, c'est infernal. Gauche proche du peuple. Mais regardez ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là. Philosophe. C'est la détestation des petites gens. Ces petites gens qu'on entend chez vous. Chez Pascal Praud, éventuellement le matin, vous avez quoi? Vous avez les gens qui se sont pris une tabassée là, par des individus. La créolisation malheureuse, je dirais. Cette créolisation malheureuse, elle existe. On nous parle de la mondialisation heureuse, mais la créolisation malheureuse... On nous dit que ce sont des faits divers exagérément amplifiés dont on ne devrait pas parler. Il n'y a pas de faits divers. Mec, on dirait une pièce de théâtre, je vous jure. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre, un truc où ça ressemble un petit peu aux parodies qu'on avait vues là des fois de Pascal Praud. Genre plus je regarde cette vidéo plus ça avance et plus j'ai l'impression de voir une parodie faite par des gens qui veulent se foutre de la gueule de CNews et qu'on fait une parodie. Quoi. Tous ces gens qui nous disent que tout est politique n'acceptent pas que les faits divers soient politiques. C'est sidérant. Ils vous disent que ce qui se passe dans l'assiette, c'est politique. Ah, mais vous mangez du bœuf, l'écologie vous dira que vous êtes dans un écocide. Donc ce que vous mangez, c'est politique. Mais là, ce serait pas politique. Je suis d'accord que ce qu'on mange, c'est politique, ouais. Bien sûr que si, tout ça est politique, à l'évidence. Et on entend des paysans raconter ce qu'ils ont sur la patate et ils nous expliquent d'un seul coup, ils nous expliquent Maastricht en 3 phrases. Maastricht est ressorti. Ils nous disent, mais moi je produis des poulets avec des contraintes qui sont terribles, et vous m'envoyez 2 millions de poulets qui ont été congelés, qui ont 2 ans de congélation, et ces poulets ont été fabriqués en Ukraine, dans un pays qui n'est pas européen, ont été fabriqués indépendamment des règles, indépendamment des lois, indépendamment des contraintes, de sorte que la concurrence n'est pas libre et non faussée. La concurrence, elle n'existe pas. Et donc les paysans, ils disent, ah ben nous, on crève de ça. Et puis continue avec ça, avec la viande, continue avec le blé, continue avec le grain, continue avec tout ce qui fait que les paysans sont... Où est-ce que vous les entendez? Monsieur Jost, justement, a fait savoir que si on les entend à CNews, c'est bien la preuve que CNews est une chaîne d'extrême droite. Vous vous rendez compte, on écoute le petit peuple. What the fuck? Des gens qui sont couturés, balafrés, qui ont été tabassés, d'un seul coup on les voit avec le visage tuméfié. C'est où est-ce qu'on les voit? On les voit chez vous. Il n'y a pas de une qui soit faite à Libération avec le visage tuméfié de quelqu'un qui, l'autre jour, j'ai vu ça, un basketteur qui s'est fait ravager la figure, détruire complètement. Il est allé au tribunal, on lui a mis, je crois, 6 mois de prison avec sursis, et puis on lui a fait savoir qu'on lui ferait une fleur. C'est quand même formidable, des magistrats font des fleurs. À qui et pourquoi? Pourquoi les magistrats sont fleuristes? Et on aimerait savoir dans quelles circonstances. Pourquoi les magistrats sont fleuristes? Ça part vraiment en couille. Chaque fois qu'on découvre un truc de Michel Onfray, encore une fois, je sais pas, 20 minutes, je pense que c'est la limite à partir de laquelle ça part vraiment toujours en sucette, quoi. Dans quelle occasion? Il n'y a pas une de... Poulet fabriqué, oui, bah c'est le langage spéciste de Michel Onfray. Les animaux sont littéralement ne sont que des objets, des marchandises. Mais vous pensez, au-delà pour ne pas évoquer les médias, qu'il y a une caricature d'une certaine France à vous entendre, qu'on voudrait voir ringardiser, moquer? La paysannerie. D'ailleurs, ce que personne ne dit non plus, c'est que Bruxelles a en tête la destruction programmée de la paysannerie. Mais personne ne le dit. C'est un sujet qui vous tient à cœur? Oui, pour industrialiser l'agroalimentaire, pour faire de sorte qu'on fabrique de la viande de synthèse. On y vient tout de suite. Ah, la viande de synthèse. Ok. Je me demandais si ça allait sortir. Je pense qu'on va bientôt pouvoir l'acheter au bingo aussi. Elle couve encore la colère des paysans, elle reste vive, tout comme leur émotion. Et on voudrait vous soumettre cet extrait d'une discussion. Après, tout ça ressemble beaucoup à la dernière réac qu'on a fait. Hein. Tout ça là,
On en avait déjà parlé la dernière fois sur les agriculteurs, sur l'Europe, tout ça. Entre une éleveuse et le Premier ministre. Alors nous sommes à moins de 2 semaines de l'ouverture du fameux salon de l'agriculture et Gabriel Attal est allé visiter ce jeudi une exploitation bovine au sud de la Marne. On craque, on n'en peut plus, lui a confié cette femme au bord des larmes. On en a parlé avec, d'ailleurs, on en a parlé, ça tombe bien, on en a parlé aussi avec Sébastien Arsac. On en a bien parlé de cette question de, voilà, des éleveurs, de leur situation financière, économique et sociale et personnelle, psychologique, tout ça, mentale. Donc je vous invite vraiment, pour les gens qui l'ont pas entendu, à aller sur ma dernière vidéo là que j'ai publiée, donc la discussion avec Sébastien Arsac, elle est aussi sur Twitch, le replay sur Twitch. Et j'ai mis des petits chapitres, et voilà, je pense que c'est intéressant d'écouter l'analyse de Sébastien Arsac, donc co-fondateur de L214 l'assaut, sur, voilà, sur la situation des éleveurs, pourquoi il faut les aider à aller vers un autre type d'agriculture, pourquoi ils sont endettés jusqu'à la moelle, pourquoi ils sont dans la merde, pourquoi il y a des suicides extrêmement régulièrement dans ces professions, tout ça quoi. Pourquoi on voudrait tuer les paysans? C'est conspirationniste, parce que Maastricht. À chaque intervention, il parle de la destruction de la paysannerie par l'Europe, ou c'est récent. Bah c'est depuis, alors, Michel Onfray, ça fait très très longtemps qu'il fustige l'Union Européenne. Pas le concept d'Europe, mais vraiment l'Union Européenne, ok. Et avec tout ce qui s'est passé récemment avec l'agriculture, tout ça, du coup, il en parle tout particulièrement sur ce sujet-là, oui. Après, c'est pas vraiment une solution, la fausse viande. Je sais pas si je comprends bien ta question dans le bon sens. La viande de synthèse peut être... la viande de synthèse peut être une solution... pas pour les paysans, mais peut-être une solution pour mieux se conformer, on va dire, encore une fois, à tous les accords sur le climat qui ont été signés par la France, et même par tous les pays de l'Europe, tous les pays du monde même, hein. Voilà, la viande de synthèse peut à la fois agir de manière positive sur le climat, et évidemment de manière positive sur le nombre d'animaux exploités et tués pour l'alimentation. Après, sur la question des paysans et des agriculteurs, non, je pense pas que ça changera grand chose par rapport à eux. De toute façon, la profession, encore une fois, est vouée à disparaître. Encore une fois, l'élevage bovin, encore une fois, on peut cocher la case pour des comptes. C'est l'activité agricole qui demande le plus de subventions de l'État, qui est le plus accompagnée par l'État, donc qui, en fait, a le plus gros investissement pour le moins de résultats, en fait, le moins de rendement. Donc, cette activité va disparaître. Et plus tôt ce sera, plus tôt on pensera à comment on peut accompagner les éleveurs, encore une fois, pour arrêter cette profession désastreuse sur le plan éthique et écologique. Plus vite, en fait, la situation économique de ces gens-là s'améliorera. Merci pour le follow, Medofree. Mais en fait, juste critiquer la viande de synthèse en disant la viande de synthèse va genre faire disparaître la profession, juste va mettre encore plus dans la merde les éleveurs bovins, c'est un non-sens. Enfin, quel est l'argument pour ça en fait? C'est tangentiel. C'est plus possible, on peut plus travailler comme ça. On est la 4e génération. J'ai repris à mon papa. Il m'a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc j'ai commencé à me diversifier en achetant 7 vaches limousines. Là aujourd'hui, on arrive sur un cheptel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations... Orochi, le plan écologique, en termes d'impact écologique, c'est pire que l'élevage classique. C'est quoi l'argument pour ça? C'est sur quelles données tu te bases pour dire ça? Si jamais tu as un lien à mettre dans le chat ou un truc comme ça. Parce que moi, toutes les données scientifiques que j'ai consultées, globalement, disent que la viande de synthèse est moins polluante que je sais pas, la viande classique, quoi. On craque et on a besoin de vous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide. Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise. C'est pas simple, tout le monde autour. Je sais que c'est dur, que c'est aussi sur le terrain, en étant en contact avec vous, qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures, je vais y revenir tout à l'heure, et on va y arriver. Bien, je pense qu'on s'accordera tous avec nos téléspectateurs et auditeurs pour dire qu'il y a une très grande dignité chez cette femme. Vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Onfray, vous êtes fils d'ouvrier agricole. Vous savez ce que c'est que le sens du travail et que ce travail-là en particulier? Que vous inspire ce que nous avons? Je trouve que c'est très obscène de la part de M. Attal. Il est qui ce garçon? C'est le chargé de communication du gouvernement. Tous les jours, il est parti quelque part. Comment il fait pour travailler? Il y a quelque temps, moi je fais mon marché tous les dimanches matin à Caen, sauf aujourd'hui, et je découvre qu'il est sur le marché de Caen. Je me suis dit, je vais rien manger aujourd'hui, mais je vais pas rencontrer ce monsieur ou me retrouver sur cette foule-là. Alors il est en permanence, il communique, il est là, et avec la même technique. J'écoute, j'opine du chef, j'acquiesce, je mets la main, je tripote, je suis là, je vais m'occuper de vous, pas de problème. Oh, il est Premier ministre, quoi, en fait. Il est Premier ministre, ouais, ma gueule. On va pas vous oublier, on est là. Vous lui reprochez d'aller voir les gens? Pardon? Vous lui reprochez d'aller au contact des gens? Oui, c'est Mais pas... pourquoi? Mais parce que c'est pas le métier d'un Premier ministre.
Le métier du Premier ministre, c'est de travailler, c'est de faire de telle sorte que c'est plutôt aussi d'aller voir les Français, d'aller voir les électeurs, Oui, c'est devenu ça. Oui. C'est devenu ça, mais ça a toujours été. Non, bien sûr que non. Vous imaginez bien. D'abord. Oh, le débat, mais est-ce que oui ou non, les premiers ministres ont toujours été, je sais pas, voir la population? On bat les steaks, ma gueule. On va pas comparer ce qui est incomparable. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les chaînes d'infos continues. On n'est plus dans le même monde. Ceci dit, il faut que la parole soit rare. Il faut que la parole soit rare. Vous avez des ministres qui s'occupent de l'agriculture. Alors c'est le travail d'un ministre. C'est pas le travail d'un Premier ministre. C'est pas non plus le travail d'un chef de l'État. Ce fameux Macron là qui nous disait que sa parole serait rare et qu'il serait Jupiter. Sa parole, elle est perpétuelle. Elle est en permanence. Et il arrive. Une inondation, j'arrive. Un tremblement de terre, j'arrive. Mais la faute à qui? Réseaux sociaux, quinquennat, compression du temps ou ces gens-là qui travaillent, en particulier? Qui ne viennent Est-ce pas. qu'il y a le choix d'être rare aujourd'hui, quitte à être dans ce cas-là qualifié de quelqu'un qui est enfermé dans sa tour? En fait, on parlait, je sais pas, on parlait du suicide des éleveurs, de la condition économique catastrophique de cette filière, et des gens qui travaillent dans cette filière. Et là, on est en train de parler de est-ce que Gabriel Attal, genre, doit aller au contact de la population, genre, ça part vraiment dans tous les sens. Tour d'ivoire à l'Élysée, vous entendez les journalistes qui disent à l'inverse ça? Non, mais la raison est bien simple. Il est ici parce qu'il ne peut pas faire de politique. Et il ne fait que de la communication. Quand il rentre au bureau, il a ce que Madame Ursula von der Leyen lui demande de faire. La feuille de route, elle est faite par Bruxelles, donc il n'a pas besoin de bosser. Mais quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les médias. Aller dans les médias, c'est quoi? Vous me mettez une botte de paille, je vais mettre des rites. Et qu'ils ont l'impression, quand je dis les rites, entendons-nous bien, ils héritent d'une tradition, d'une terre qui est extrêmement coûteuse à travailler, qui est problématique, ils ne peuvent plus vivre avec ça, et ils se disent, je ne suis pas parvenu, moi, à faire ce que mon père a fait, ce que mon grand-père a fait, ce que mon arrière-grand-père a fait. C'est pas la même chose. Maintenant, la moissonneuse-batteuse, elle appartient au Crédit Agricole. On n'en parle pas des banques. Quand on voit ces gros tracteurs, on se dit oh, ça coûte horriblement cher, ils ont de l'argent quand même, les paysans. Mais qu'est-ce qu'on imagine? Ils ne sont pas du tout propriétaires de tout ce matériel. C'est la banque qui, en même temps, se fait de l'argent sur les intérêts. Alors, il n'y a aucun problème pour les banquiers. Tout se passe bien pour les banquiers. Pendant que les agriculteurs se pendent. Et effectivement, cette dame, elle dit mais moi, j'ai hérité d'une tradition familiale. Ok, mais quel est je sais pas, c'est quoi le programme le plus apte à genre améliorer la condition de toutes ces personnes? C'est le programme L'Avenir en commun. Le mec passe son temps à dire que Mélenchon est un fasciste. Il passe son temps à fustiger la France insoumise, à dire que Mélenchon est un fasciste. C'est évident que Michel Onfray a un discours qui invite explicitement ou implicitement à voter pour le Rassemblement national, qui est le pire parti en ce qui concerne, enfin le pire gros parti en ce qui concerne, je sais pas, la condition des agriculteurs et des éleveurs en France, quoi. Et je crois à mes ancêtres d'une certaine manière, et s'ils me regardent ou s'ils me voient, peut-être même, et je lui souhaite que son père et son grand-père, ses grands-parents et ses parents existent encore, il dit mais je travaille sous le regard de mes parents, de mes grands-parents, et je ne suis pas à la hauteur. Je ne dégage pas de bénéfices, je suis endetté, je ne fais pas d'investissement, ou si je fais encore des investissements, ça va être des occasions d'endettement. Elle dit ça aussi, cette femme. Et l'autre qui lui dit je comprends, j'entends, ben bien sûr, je suis là, toc, 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 je ne vous oublierai pas. Ces gens-là. D'ailleurs, à tel point que même Gabriel Attal a proposé un débat à Marine Le Pen, et Marine Le Pen s'est genre défilé, quoi. Gabriel Attal a proposé un débat parce qu'en fait, Marine Le Pen, son parti Rassemblement national, à chaque fois qu'il y a des votes qui concernent la politique agricole en France, à chaque fois, les votes du Rassemblement national sont à l'opposé des intérêts des agriculteurs en France, et en fait, juste, ça se voit, il suffit de consulter les votes à l'Assemblée nationale, quand il y a des propositions de loi, et Gabriel Attal, en fait, a proposé un débat à Marine Le Pen par rapport à ça, pour montrer l'incohérence de Marine Le Pen, et Marine Le Pen a refusé en fait. Réalise la feuille de route de Bruxelles qui est de détruire. Parlons-en, Michel. Parce que d'abord, faisons la différence entre les grands céréaliers qui ne connaissent pas une telle situation et la grande partie de la paysannerie. Mais est-ce que vraiment l'Europe, Bruxelles, comme vous dites, est responsable de tous les maux? Parce que pour beaucoup, au contraire, on a délégué notre souveraineté, que c'est la faute des États, finalement, les politiques qui sont appliquées. Vous allez voir les grands céréaliers quand l'Ukraine va devenir européenne et que les céréales ukrainiennes, ça va les faire souffrir, ces gens-là. Ils vont arrêter de piloter la FNSEA, ils seront... Ok, mais là, du coup, est-ce que t'es pas en train de dire qu'il faudrait voter, je sais pas, par exemple, au niveau des élections européennes, qu'il y ait un maximum de personnes de gauche au Parlement européen, ce genre de choses? Encore une fois, hein. Comment tu comptes changer la politique? Est-ce que tu comptes, je sais pas, claquer des doigts et faire disparaître d'un seul coup le système de l'Union européenne ou le changer dans ses fondements? Non. Du côté des petits syndicats qui défendent, eux, véritablement... Ils sont déjà sur le marché mondial, ces grands céréaliers. Oui, ils se confrontent déjà aux céréaliers ukrainiens, donc mais ça ne changera rien. Quand vous êtes... Si, ça changera que quand vous aurez massivement des arrivées, vous verrez qu'à la bourse, leur fortune à eux s'effondreront. Et donc, à ce moment-là, ils seront bien obligés, eux aussi connaîtront le syndrome du plombier polonais. Ils auront leur plombier polonais, ce sera le céréalier ukrainien. Et ce céréalier ukrainien, il les mettra à genoux. Et là, ils comprendront.
J'ai entendu Pascal Praud dire l'autre fois qu'on soulevait le capot des tracteurs. Je trouve que ça fait beaucoup trop de fois dans cette interview qu'il parle de Pascal Praud, non? Genre toutes les 5 minutes, il dit Pascal Praud a dit ceci, Pascal Praud a dit cela. Chez Pascal Praud, il s'est passé ceci. Et qu'on voyait enfin comment fonctionnait l'Europe. C'est ça qui fait que M. Jost estime que c'est l'extrême droite qui parle. Parce que d'un seul coup, on dit, mais vous avez vu comment ça fonctionne? Et là, les gens disent, ah, c'est ça Maastricht finalement. C'est de la Maastricht, encore une fois. viande qui vient d'Argentine pour arriver dans nos cantines. Mais pour autant, Michel Onfray, la plupart, en tous les cas, de ces paysans, quels qu'ils soient, qui sont exprimés sur notre antenne, je ne les ai pas entendus dire qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Je ne les ai pas entendus dire déboulonnons l'Europe complètement. Mais si vous dites ça, vous êtes mort aujourd'hui. Je peux témoigner en partie. Si j'essaie de comprendre... Pourquoi il est mort, Michel Onfray? Michel Onfray est mort, d'accord. Pourquoi je suis interdit d'un certain nombre d'antennes? Moi, j'ai pas de procès enfin, on n'a pas dit que j'étais raciste, antisémite, que j'étais je sais pas quoi. On n'a rien dit de tout ça. Alors, Elle est un peu longue cette interview, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence à faire long, je vous cache pas que... Est-ce qu'il y avait un truc à voir qui c'est qui m'avait partagé ça? C'était Coach, non? Coach, est-ce que t'as un timestamp? Parce que je sais pas si je peux retenir beaucoup plus longtemps que ça. La plus grosse dinguerie, c'est dans 10 secondes sur la Palestine? répond à l'attaque qui lui a été infligée. Est-ce qu'elle répond de manière toujours aussi légitime? Ah oui, mais vous pouvez pas déclarer... Ça, c'est la vraie question. Mais vous pouvez pas déclarer la guerre à quelqu'un, puis après dire, ah, mais vous nous répondez trop fort. What? On déclenche une guerre, et bien quand on déclenche cette guerre est faite, et on peut pas demander à celui qui nous fait la guerre de dire, ce serait bien qu'il fasse une pause. Le bilan, quels que soient les conséquences. What the fuck? Non mais ce mec-là est pas complètement en sucette. Genre il est littéralement en train de dire... Ok, en fait, pour avoir vite fait une analyse un peu, genre un peu philo-morale, il est en train d'avoir un raisonnement, non pas conséquentialiste, mais genre déontologique, de dire, c'est une personne... Genre, entre guillemets, fait une déclaration de guerre. Donc, en gros, il dit le Hamas a fait une déclaration de guerre à Israël, on va dire. Enfin, c'est ce qu'il est en train d'insinuer. Tu peux pas critiquer la réponse de la personne à qui t'as fait une déclaration de guerre. Genre, littéralement, ils peuvent faire un génocide, ce qu'ils veulent. Ok, t'as pas le droit de leur dire oser des conséquences déontologiques. Genre, c'est un espèce d'absolu déontologique, quoi. C'est complètement oufissime de dire ça. Mais bon, c'est Michel. Donc, genre, ça va un peu avec le reste, mais... Une guerre, c'est ça. Une guerre, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on disserte sur des... En plus, est-ce que Michel Onfray, c'est pas le genre de personne à, je sais pas, se revendiquer comme un grand humaniste? Genre, avec des valeurs humanistes, etc. Est-ce que c'est pas le genre de personne à dire ça et qui est aussi capable de balancer ce genre de dinguerie qui est complètement contradictoire avec ce que lui entend, en tout cas, par humanisme? Idées, mais je veux dire que la guerre, elle existe depuis que les hommes sont hommes. Moi, je ne crois pas à cette idée qu'elle... Ok, no shit Sherlock. Merci d'avoir dit ça. Ce serait apparu au moment de la civilisation, etc. Depuis qu'il y a... chez les animaux, on est des animaux de territoire et nous sommes dans des logiques de guerre. Il ne faut pas toucher à la guerre de manière aussi légère. Michel Onfray, c'est un État, Israël, contre une organisation terroriste, le Hamas. Et donc, les Palestiniens... Vous dites que de toute façon c'est ainsi et qu'il n'y a pas d'autre choix? Alors les Palestiniens, c'est pas les gens du Hamas. Oui, ils sont pas les gens du Hezbollah, c'est pas exactement la même chose. Moi je soutiens le peuple de Gaza, je ne soutiens pas dans le peuple de Gaza ceux qui se réclament de l'idéologie du Hamas et du Hezbollah. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël. Ok, mais alors pourquoi tu dis que c'est indécent ou tu peux pas demander, je sais pas, à l'État d'Israël de mesurer leur réponse ou je sais pas quoi. Enfin, ça a aucun sens. Encore une fois, ce mec-là se contredit. Toutes les 2 secondes, tu dois le reprendre sur ce qu'il vient de dire. C'est un petit peu insupportable. Etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanente de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent... Et maintenant, il dit que les Palestiniens... Donc là, j'imagine qu'il parle pas du Hamas, j'imagine qu'il parle des civils, en train de se faire défoncer, et il est en train de dire... Il parle de jérémiade. Est-ce que vous percevez cette suffisance par rapport aux Palestiniens qui sont en fait en train de se faire démolir? Leur jérémiade de je sais pas quoi. Mec, ils sont littéralement en train de crever en masse. Et à part ça, il est de gauche. Ouais, il est de gauche. Apprendre à jouer du violon, etc., etc. On est miséreux, on n'a pas de crayon, on n'a pas de cahier. Écoutez comment il parle. C'est pas une dinguerie, quoi. C'est ouf. Putain, cette indécence, cette suffisance, monsieur l'humaniste. Là, il y a une vraie famine sur place. Et l'Europe a donné beaucoup d'argent. Genre même, c'est Sonia Mabrouk, hein, c'est ça son prénom, c'est ça son nom la journaliste là de CNews, hein, Sonia Mabrouk. Même elle, on dirait qu'elle est en mode, oula, est-ce que Michel, il dépasse pas un peu les bornes, même chez nous, quoi, tu vois? Je sais pas si c'est ça ou c'est juste en mode, on essaie d'apporter genre une espèce de fausse contradiction à Michel Onfray pour faire, encore une fois, respecter un espèce de semblant d'opinion politique, de pluralisme. Mais même elle, je me demande si elle est pas en mode, putain, est-ce qu'il va pas un peu loin là? Oui, mais qui sont allés dans les mauvaises pages. Attendez, voilà. Est-ce la faute du peuple? Juste pour aller au bout, je veux dire que quand l'Europe a donné de l'argent à M. Arafat et que M. Arafat en a fait une affaire personnelle, je ne parle pas de Mahmoud Abbas, je pense que c'est à peu près la même chose.
choses. Quand cet argent a été détourné et qu'on a fabriqué des oligarques palestiniens aussi, qui ont instrumentalisé la cause palestinienne, quand ces gens-là, avec cet argent-là, ont fabriqué une économie de guerre, c'est-à-dire que quand Israël s'est retiré de la bande de Gaza, qu'ont fait les Palestiniens du Hamas? Ils ont fait une économie de guerre. Cet argent n'est pas allé au petit peuple gazaoui. Cet argent, il est allé pour fabriquer les infrastructures qui ont rendu possible cet octobre. Ok, ça c'est globalement vrai, mais c'est juste que je sais pas pourquoi on parle de ça par rapport à la question de base. Je me demande comment ça se termine. Merci d'avoir dit tout ça avec la liberté qu'on vous connaît, évidemment, sur cette chaîne et je l'espère aussi ailleurs. Merci. Merci à vous. Oh, la parapluie qui était philosophe, je suis un poil déçu,